Bienvenue dans le 20h de RTI 1. Merci de nous suivre ce 25 juillet. La Tunisie est en deuil. Le président Béji Caïd Essebsi est décédé dans l'exercice de ses fonctions à l'âge de 92 ans ce jeudi. Après la révolution démocratique de 2011, il est devenu le premier président tunisien à accéder à ce poste démocratiquement au suffrage universel. Le vice-président ivoirien Daniel Cablon-Donkon a été reçu au palais présidentiel de Bamako, la capitale malienne. Il y a pris part au deuxième forum national sur la nutrition et il a partagé l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière de lutte contre la malnutrition. Célébration officielle à Abidjan de la 17e journée mondiale contre le travail des enfants. Le comité national de surveillance, avec l'appui des partenaires techniques, a passé en revue les progrès accomplis par la Côte d'Ivoire sur la question. Le palais des sports de Treichville a connu une ambiance particulière aujourd'hui. Un match de gala de football a opposé dans le cadre de la fête des armées les forces armées aux membres du gouvernement et institutions de la République. C'est avec grand plaisir que nous retrouvons ce soir encore pour le journal sur RTI 1. Le président tunisien Béji Caïd Essebsi est décédé aujourd'hui à l'hôpital militaire de Tunis. Son décès intervient à quelques mois de la fin de son mandat présidentiel. Le président du Parlement, Mohamed Ennasser, assure l'intérim. Il a 90 jours pour organiser une élection présidentielle. Herman Guivet. Voici les dernières images publiques du président tunisien Béji Caïd Essebsi, en compagnie de son ministre de la Défense, Abdelkarim Zbidi, lors d'une réunion. Il semble épuisé, fatigué. Des images tournées le 22 juillet dernier. Ce jeudi, à l'âge de 92 ans, le président tunisien s'est éteint, a annoncé la présidence dans un communiqué. Il avait été hospitalisé pour un problème de santé suite à un sérieux malaise qu'il avait eu le mois dernier. Béji Caïd Essebsi, premier président démocratiquement élu en 2014, 3 ans après la chute de Ben Ali, les Tunisiens retiennent de lui l'image d'un grand président. Paix à son âme, il a stabilisé le pays dès le départ et les affaires de la présidence ont bien marché. Mais ceux qui lui ont succédé ont fait du mal au peuple concernant les conditions de vie. Pour nous, c'est notre président et il faut faire le nécessaire pour son départ. Comme nous avons célébré son arrivée à la présidence, tout le monde finit par partir, espérant que celui qui va lui succéder sera à la hauteur et prenne soin du peuple et du pays. Son successeur désigné, le chef du Parlement, Mohamed Ennasser, prête serment en tant que président par intérim à Tunis. Il exercera le pouvoir durant 45 voire 90 jours jusqu'à une présidentielle anticipée. Le chef de l'État ivoirien a adressé un télégramme officiel à son Excellence M. Mohamed Ankasseur, président de l'Assemblée des représentants du peuple de Tunis. Monsieur le Président et chers frères, j'ai appris avec tristesse et consternation la nouvelle du décès de son Excellence M. Béji Caïd Essebsi, président de la République tunisienne, survenu le 25 juillet 2019 à l'hôpital militaire de Tunis. La disparition de ce grand homme d'État, défenseur acharné de la démocratie et de la cause des femmes, est une grande perte pour la Tunisie et pour le continent africain. En cette douloureuse circonstance, je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, exprimer à votre Excellence et au peuple frère tunisien, de même qu'à la famille de l'illustre disparu, mes sincères condoléances et ma profonde compassion. Haute et fraternelle considération, c'est signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et on poursuit avec un communiqué de la présidence ivoirienne à l'invitation de son Excellence M. George Weah, président de la République du Libéria. Le président
de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a quitté Abidjan pour Monrovia au Libéria. Il va prendre part le vendredi 26 juillet 2019 à la célébration du 172e anniversaire de l'indépendance de la République du Libéria. Le chef de l'État va ensuite regagner Abidjan en début de soirée. Les institutions de la République ivoirienne ont mené une campagne de communication afin de mieux se faire connaître du grand public. Des journées portes ouvertes pour permettre aux populations de découvrir et de comprendre leur fonctionnement. C'est le vice-président qui a clos cette première édition. Michel Digré. Au nom des présidents d'institutions, je voudrais adresser au ministre Gilbert Koné-Kafana et à son équipe mes vives félicitations pour la mobilisation exemplaire et surtout le succès franc de ces journées premières du genre. Paris donc réussi pour le ministère chargé des relations avec les institutions de la République. En 3 jours, il aura permis à des milliers de visiteurs de mieux connaître les 12 institutions de la République. Nous avons tous appris également et à quel point il est nécessaire que nos institutions s'ouvrent davantage aux citoyens, permettant donc d'échanger des informations. Au terme de ces journées portes ouvertes, le vice-président revient sur l'importance de la tenue de ces assises. Il nous faut donc, avant tout, comme c'est le cas à travers ces journées portes ouvertes, rendre les institutions plus visibles et plus accessibles pour toutes nos populations. Dans leur mode de fonctionnement, les institutions de la République doivent faire preuve de transparence et de redevabilité vis-à-vis de la population en communiquant autant que possible. Cela renforcera le gage de confiance que les Ivoiriens placent dans leurs institutions. Ce challenge relevé, le ministre Gilbert Koné-Kafana s'est engagé à pérenniser les acquis en multipliant les initiatives de vulgarisation des institutions de la République après cette première édition. Avant cette cérémonie de clôture officielle de cette rencontre des institutions de la République, le vice-président Daniel Kablan-Duncan était sur le sol malien pour le 2e Forum national sur la nutrition. Il a été reçu au palais présidentiel de Bamako. Viviane Aïma. Invité d'honneur à ce 2e Forum national sur la nutrition organisé par le gouvernement malien, le vice-président Daniel Kablan-Duncan ainsi que tous les invités de haut niveau à ce forum ont été reçus par le chef de l'État malien Ibrahim Boubacar Keïta au palais présidentiel de Koulouba. Au nombre de ces invités, l'ancien président tanzanien Jakaya Kikwete, engagé dans la lutte contre la malnutrition sur le continent africain, et la coordinatrice mondiale du mouvement SUN, ou Scaling Up Nutrition, qui œuvre pour le renforcement de la nutrition dans le monde. 61 pays à ce jour sont engagés dans ce mouvement. Entretien suivi d'un déjeuner auquel ils ont été conviés par le chef de l'État malien. Le vice-président ivoirien, par ailleurs président du Conseil national pour la nutrition en Côte d'Ivoire, présent à ce forum, à l'invitation des autorités maliennes pour partager les bonnes pratiques développées par le gouvernement ivoirien en matière de lutte contre la malnutrition, a félicité la détermination du chef de l'État malien à faire de la lutte contre la malnutrition et l'amélioration de la sécurité alimentaire au Mali une priorité politique et financière de sa gouvernance. Une volonté très forte donc, du Mali de prendre ce dossier à bras le corps. Et ce qui est souhaité, c'est que l'ensemble de la communauté donc, internationale, au niveau donc, des bailleurs de fonds, mais aussi le secteur privé, puisse appuyer l'effort donc, du Mali de manière à ce que les choses aillent de l'avant. On a échangé d'ailleurs tout à l'heure avec lui le développement des cantines scolaires, de manière à ce que les enfants mangent bien. Madame Jada Verbung donnait les expériences des autres pays. Et je crois que c'est un élément d'échange qui a été très très utile. Nous avons été très heureux d'être ici à Bamako, d'être si bien reçus. J'ai indiqué au président et au Premier ministre qu'il y a le centre qui s'appelle le Centre d'excellence régional pour la lutte contre la faim et la malnutrition, qui a été installé à Abidjan le 25 mars et qui va couvrir, pour le moment, couvre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre, mais qui pourra donc concerner l'ensemble de l'Afrique. Et il permettait donc d'échanger les expériences dans le domaine de la malnutrition et dans le domaine, disons, de la petite enfance. En marge du forum, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a eu un long échange avec la coordinatrice mondiale du mouvement SUN,
Gerda Verburg et l'ex-président Jakaya Kikwete dans le cadre du plan d'action du gouvernement ivoirien en matière de lutte contre la malnutrition en Côte d'Ivoire. Daniel Cablon-Duncan a partagé sur place à Bamako cette expérience de la Côte d'Ivoire en matière de lutte contre la malnutrition. L'engagement du pays a été cité en exemple. Viviane Aïma. En organisant son deuxième forum national sur la nutrition, ces 23, 24 et 25 juillet à Bamako, le gouvernement malien veut donner un grand coup d'accélérateur à sa lutte contre la malnutrition au Mali, ainsi que l'a annoncé le Premier ministre Boubou Cissé en ouvrant les assises du forum. Invité d'honneur, le vice-président ivoirien Daniel Cablon-Duncan, par ailleurs président du Conseil national pour la nutrition en Côte d'Ivoire. Invité également l'ancien président tanzanien Jakaya Kikwete, la coordinatrice mondiale du mouvement SUN, mouvement pour le renforcement de la nutrition dans le monde, qui regroupe à ce jour 61 pays. Invité aussi des partenaires techniques et financiers, des chercheurs, des acteurs régionaux et locaux, des industriels dans la transformation agroalimentaire, des organisations de la société civile. En un mot, tous les secteurs impliqués dans la lutte contre la malnutrition au Mali. Le thème choisi par le gouvernement malien pour ce deuxième forum, faire de la nutrition une priorité politique et financière. Au Mali, en 2019, un enfant sur 5 est atteint de retard de croissance ou malnutrition chronique, plus de 4 enfants sur 5 d'anémie et plus d'une femme sur 2 souffre aussi d'anémie. Le retard de croissance a des conséquences dévastatrices et durables pour les enfants qui en sont atteints, marqués entre autres par un risque plus élevé de souffrir de certaines maladies chroniques comme le diabète et l'hypertension artérielle, un développement physique et intellectuel sous-optimal et finalement à une capacité de production moindre. Les résultats de l'étude sur le coût de la faim indiquent que la malnutrition coûte environ 265 milliards de francs CFA par an, soit 4,06% du produit intérieur brut de l'État malien. Les résultats de l'étude mettent en évidence les pertes futures que le pays pourrait connaître sur les plans humains et économiques si le niveau de la malnutrition n'est pas maîtrisé. La lutte contre la malnutrition et l'amélioration de la sécurité alimentaire sont désormais vues comme des accélérateurs de progrès et de développement et font partie des 17 ODD fixés par les Nations Unies pour l'horizon 2030. Plusieurs pays africains s'inscrivent dans cette démarche. L'engagement du gouvernement ivoirien et son plan d'action dans le cadre de la lutte contre la malnutrition en Côte d'Ivoire ont été cités en exemple au cours du forum par la coordinatrice mondiale du mouvement SUN. Le vice-président Daniel Cablon-Duncan a été invité à partager l'expérience ivoirienne. Notre pays a opté pour une approche multisectorielle dans la lutte contre la malnutrition qui s'est matérialisée par notre adhésion en juin 2013 au mouvement mondial Scaling Up Nutrition. Depuis cette période, sous la haute égide du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, le gouvernement ivoirien a travaillé au respect de ses engagements et à l'atteinte des indicateurs fixés par le mouvement SUN. Le fort engagement politique et institutionnel s'est traduit par la création du Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance. L'ancrage institutionnel et la coordination des initiatives majeures ont été placés à la présidence de la République sous supervision directe du vice-président de la République, votre serviteur. Convaincu de l'importance d'un bon état nutritionnel pour le développement du capital humain et de son retour sur investissement, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, fait de la lutte contre la malnutrition une de ses grandes priorités et la place au cœur de la lutte contre l'extrême pauvreté et la promotion de la prospérité partagée. Un partage d'expériences avec le Mali et l'ensemble des pays de la sous-région et même du continent. L'espoir est permis de voir l'objectif fin zéro devenir un objectif réalisable en Afrique. Les ministres en charge des corps paramilitaires ont désormais plein pouvoir de sanctionner.
Le projet de loi relatif au pouvoir disciplinaire des ministres chargés de la douane, des eaux et forêts, des affaires maritimes et portuaires, ainsi que des services pénitentiaires a été examiné et adopté par l'Assemblée nationale. Moussa Konaté. Les sanctions disciplinaires à l'encontre des corps paramilitaires sont désormais renforcées. Les députés, membres de la Commission Sécurité et Défense, ont adopté à l'unanimité le projet de loi portant ratification de l'ordonnance relative au pouvoir disciplinaire des ministres chargés de la douane, des eaux et forêts, des affaires maritimes et portuaires, ainsi que les services pénitentiaires. Ce sont des fonctionnaires donc régis par les dispositions disciplinaires du statut général de la fonction publique. En même temps, ils ont ceci de spécifique qu'ils sont astreints au port de la tenue. Ils ont droit aussi au port de l'arme. Donc il est apparu urgent de revisiter les dispositions disciplinaires et de les adapter au contexte actuel. Ce projet de loi donne plein pouvoir de sanction de premier et deuxième degré au ministre en charge de ses agents. Il offre également plus de célérité et d'efficacité dans la prise de mesures disciplinaires. Le conseil de discipline reçoit pour près de 2000 fonctionnaires toutes les actions disciplinaires. Alors c'est une tâche énorme et qui induit des lourdeurs. Or, nous sommes dans un secteur où il faut aller vite parce que lorsque la sanction n'est pas prise au moment où il faut, elle perd son caractère d'exemplarité. Cette ordonnance institue la création d'un conseil de discipline au sein de chaque ministère concerné. Les attributions, l'organisation, le fonctionnement et les nominations des membres de ce conseil de discipline sont fixées par décret. La journée mondiale contre le travail des enfants s'est officiellement tenue hier mercredi à Abidjan. En Côte d'Ivoire, 30% des enfants âgés de 6 à 11 ans sont hors du système éducatif. Le Comité national de surveillance a passé en revue les progrès accomplis par le pays sur la question. Marcelin Kla et Amadou Ouattara. La célébration de l'édition 2019 de la Journée mondiale contre le travail des enfants mobilise les acteurs impliqués dans la lutte. La protection et la promotion des droits de l'enfant est au cœur de cette 17e commémoration qui a pour thème « La seule chose qu'un enfant devrait faire travailler est son imagination ». L'Organisation internationale du travail, OIT, salue alors les avancées en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire montre chaque jour au monde entier le niveau exemplaire de son engagement à réduire l'ampleur du travail des enfants. Il y a seulement quelques semaines, nous avons assisté sous la présidence de Mme Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, à la présentation officielle du plan d'action national 2019-2021 contre le travail des enfants. Reconnaissant aux actions de la première dame de Côte d'Ivoire en leur faveur, les enfants souhaitent davantage d'efforts pour leur protection. Le Parlement des enfants est conscient que le gouvernement ivoirien fait de nombreux efforts pour assurer une protection adéquate et durable. Mon rêve le plus profond est d'annoncer à tous mes amis que le travail et l'exploitation des enfants sont définitivement bannis de notre pays. Soutenu par Liramata Bakayoko, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale s'est engagé à poursuivre la politique assignée au comité interministériel de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. L'État de Côte d'Ivoire accorde une place de choix à la protection de la petite enfance et à la promotion des droits de l'enfant à travers un cadre juridique pertinent et la mise en œuvre de politiques et de programmes d'éducation, de formation et de protection sociale. Pour la représentante de la première dame, Dominique Ouattara, présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre l'exploitation et le travail des enfants, CNS, les parents doivent scolariser les enfants au lieu de les faire travailler précocement. La première dame voudrait montrer une fois de plus l'attention et l'intérêt tout particulier qu'elle accorde à la question du travail des enfants et son engagement personnel à contribuer à son éradication dans notre pays. Chaque enfant a le droit légitime de jouir de son enfance, de son innocence et de ses rêves d'enfant. Un sketch
relatif au thème « Non au travail des enfants » et une visite de l'exposition des tableaux d'art réalisés par les enfants, des temps forts qui ont marqué cette commémoration. Le secteur de la presse vit une crise du lectorat depuis bientôt 20 ans. Elle se traduit par une mévente des journaux avec 70% d'invendus, et cela en dépit des aides et des exonérations fiscales accordées par le gouvernement. C'est le bilan dressé par le ministre de la Communication et des Médias lors de son passage au rendez-vous du gouvernement, une conférence mensuelle du CICG. Didier Nguessan. La presse, l'audiovisuel, les nouveaux médias et la communication publicitaire, ces 4 branches de la communication sont passées au peigne fin par Sidi Tiemoko Touré, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. C'était dans le cadre des rendez-vous du gouvernement, la conférence de presse mensuelle du Centre d'information et de communication gouvernementale, CICG. Thème développé, communication et médias en Côte d'Ivoire, enjeux et perspectives. En 2017, le Conseil national de la presse, CNP, devenu Autorité nationale de la presse, ANP, dénombre 84 parutions, dont 20 quotidiens. Aujourd'hui, il ne reste plus sur le marché de la consommation de l'information qu'une cinquantaine de titres, quotidiens et périodiques confondus, qui tirent en moyenne moins de 120 000 exemplaires quotidiens et en vendent à peine 30%, soit 70% des vendus. Après l'état des lieux et les actions du gouvernement en faveur du secteur communication-médias, les résultats sont probants. L'aide publique de l'État de 2009 à 2018 s'élève de façon cumulée à environ 9 milliards de francs CFA. Quant à la distribution des journaux, le maillage territorial est aujourd'hui à 97%. De 2011 à 2019, notre pays a gagné 88 places au classement mondial de Reporters sans frontières dans la défense de la liberté de la presse et la protection des journalistes. Répondant aux questions des journalistes sur l'assainissement du secteur de l'affichage, le ministre de la Communication et des Médias indique qu'à ce jour, 500 panneaux publicitaires illégaux ont été démantelés dans le district d'Abidjan. Au titre des perspectives, Sidi Tiemoko Touré annonce le renforcement de l'aide publique aux médias à travers notamment la diversification des canaux de distribution des journaux et l'accès des médias privés à la publicité institutionnelle. Cette conférence de presse consacre la 7e édition des rendez-vous du gouvernement pour l'année 2019. Les douanes ivoiriennes informent et sensibilisent sur le code d'éthique et de déontologie et sur le conseil de discipline des services de douane. Une campagne sur les bonnes pratiques est menée sur l'ensemble du territoire ivoirien, l'étape de Daloa dans le centre-ouest du pays avec Jean-Jacques Kwame. Pour le premier semestre de cette année, les douanes ont recouvré 916,47 milliards de francs CFA sur un objectif de recettes de 906,61 milliards de francs CFA, soit un excédent de 9,85 milliards. De bons résultats liés à l'efficacité et à l'intégrité des agents dans l'exécution de leur mission. Dans le but de les encourager sur cette lancée, l'administration des douanes a initié une tournée de sensibilisation sur les bonnes pratiques et procédures à adopter. L'agent des douanes est un prestataire de services publics chargé de la collecte des données publiques, entre autres missions, mais de veiller aussi à la sécurité des Ivoiriens, à la sécurité des populations. Et pour cela, il faut quand même travailler dans un certain esprit, un esprit d'intégrité, je dirais d'honnêteté. Ce sont ces valeurs principales et les valeurs cardinales que nous essayons de leur inculquer et de leur faire passer. Cette étape de Daloa a permis de rappeler aux agents leurs droits et devoirs. Nous avons nos comportements, mais l'administration qui nous emploie à ces règles. Et donc ces nouvelles règles édictées vont nous aider à savoir comment servir l'État. Servir l'État vraiment dans la probité. Avant la ville de Daloa, les villes de Bouaké et de Mans ont été visitées par cette tournée. Plusieurs autres directions régionales recevront cette campagne qui vise à sensibiliser les agents des douanes sur le code d'éthique et de déontologie, ainsi que sur le conseil de discipline des services des douanes.
Programme social du gouvernement à Nofou, dans le département de Dimbokro, zone centre de la Côte d'Ivoire. Un château d'eau vient désormais combler les besoins en eau potable des populations. Il a été inauguré par le Premier ministre, Eugène Atoubé. Parti de la place du marché, les populations de Nofou, dans toutes leurs composantes, se rendent à l'endroit où a été construit le forage du château d'eau de la localité, à proximité du centre de santé. Quand arrive Bakayoko Ramata, chaleureusement accueilli à Nofou au nom du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, les populations sont déjà en extase. Un premier tour de volant, un deuxième, puis un troisième tour. Et c'est l'explosion de joie à la vue de l'eau qui sort du château d'eau de Nofou. Une attente longue aujourd'hui comblée. Le développement a commencé déjà et nous sommes fiers. Nous disons grand merci à son Excellence le Président Alassane Ouattara. Le château d'eau, il faut pouvoir avoir un compteur d'eau pour pouvoir en bénéficier. Nous observons déjà certains abonnés qui se sont déjà inscrits et j'encourage la population. Place du marché de Nofou, 1 heure plus tôt. Les populations exprimaient leur reconnaissance au président Alassane Ouattara. 2000 personnes à Nofou et dans quelques villages seront alimentées à partir de ce château d'eau. Toutes les pompes à motricité humaine que comptent les villages de la sous-préfecture ont été réhabilitées et aujourd'hui, un château d'eau de plus de 330 millions de francs CFA d'une capacité de 80 mètres cubes pour le chef-lieu de sous-préfecture. Sentiment de fierté et de reconnaissance au chef de l'État qui apporte ainsi le bonheur à une sous-préfecture qui fait partie de la région de Djissi. Le président, son souci est que chaque Ivoirien soit dans des conditions de vie décentes. C'est la raison pour laquelle il a demandé que le Premier ministre mette en place le programme social du gouvernement. Et le programme social du gouvernement est une réponse pour apporter donc, en tout cas, des solutions aux préoccupations des populations. Le château d'eau de Nofou est symbole du dynamisme du programme Eau pour tous, déclinaison du programme social du gouvernement. Ce sont 21 châteaux que l'État de Côte d'Ivoire va construire en zone rurale et semi-urbaine, pour un coût total de 20 milliards de francs CFA. Dans la région du Bunkani, ce sont 5 châteaux d'eau qui ont été mis en service dans le cadre de ce programme Eau pour tous. Herman Niamia. Ces populations en liesse dans ce village de la région du Bunkani ont des raisons d'être heureuses. Pendant plusieurs années, elles parcouraient des kilomètres pour s'approvisionner en eau. Grâce au gouvernement, elles viennent de bénéficier d'un château d'eau. Margot, pour faire le tuyau avec le daba, pour enlever l'eau. Aujourd'hui, Dieu merci qu'on a vu l'eau potable. On remercie le président de la République. On va au Marigot, on pisse l'eau. On peut dormir là-bas, 5h jusqu'à 8h midi. Dans la région du Bunkani, c'est la fin de calvaire pour la population des villages de Niandégué, Vonkoro, Panzarani, Ondefidouo et Yondouo qui n'auront plus recours aux puits et autres rivières pour se ravitailler en eau. Ces 5 villages ont bénéficié chacun d'un château d'eau. Le secrétaire d'État chargé du service civique a sillonné pendant 2 jours la région de Bunkani pour procéder à leur inauguration. Le Premier ministre, M. Amadou Gon Coulibaly, a envoyé les membres du gouvernement en mission dans toute la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai été choisi pour les inaugurations des différents châteaux d'eau dans la région du Bunkani. Donc, on voudrait remercier et profiter aussi dire merci à Monsieur le Président de la République, qui est un homme d'engagement et tout ce qu'il a dit, il réalise. La construction de ces infrastructures hydrauliques s'inscrit dans le programme Eau pour tous, initié par le gouvernement. Après le milieu rural qui a vu le lancement de la réhabilitation et la maintenance de 21 000 pompes à motricité humaine dans le mois de mai, c'est le milieu semi-urbain qui vient de bénéficier de la construction de 21 châteaux d'eau d'un coût de 20 milliards de francs CFA sur toute l'étendue du territoire national. Dans la région de Bunkani, ce sont environ 600 millions de francs CFA qui ont été investis pour la construction de ces infrastructures hydrauliques. Elles vont profiter à une population estimée à 11 000 personnes. La fête des armées a mobilisé aujourd'hui au Palais des Sports de la commune de Trècheville les forces armées ivoiriennes et le grand public. La journée citoyenne a été marquée par des activités démonstratives militaires, des sauts en parachute et des démonstrations dynamiques. L'objectif de ce type de journée est de renforcer le lien armée-nation.
Et cette fête des armées s'est poursuivie ce jeudi avec un match de gala de football. Il a opposé les officiers généraux, officiers supérieurs des armées, à la coalition gouvernement Assemblée nationale Sénat. 3-2 pour la team gouvernementale. Voilà, merci à tous de nous suivre sur RTI 1. Prochain journal à 23h avec Marine Cognan. Bonsoir.